Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à Sapel Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons à notre manière à nous de leur donner un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque matin dans le cadre de cette émission, quand je la commence, j'ai l'habitude de dire que le Décrit Info c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les exprimer, notre manière à nous de les ressentir. Je suis donc très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission qui est un magazine d'opinion. Et j'ai toujours dit qu'on ne peut pas dire ou prétendre être un pays de démocratie si la liberté d'opinion, la liberté d'expression ne sont pas garanties. La démocratie a entre autres comme principe la liberté d'opinion et la liberté de penser. Donc on ne peut pas empêcher aux gens de penser. Moi j'ai toujours pensé que la divergence doit être démise dans un État qui se veut démocratique, mais ce qui me chagrine un peu, me turlupine dans le cadre de la République démocratique du Congo, c'est le fait que dans ce pays, le débat politique est aujourd'hui synonyme à des insultes, à des injures. Il y a des messages qui rentrent dans un téléphone à côté, il faut mettre ça sous silencieux ou sous vibreur. Voilà, c'est ce qui m'embête un peu dans le cadre du pays, mais sinon, on peut diverger tout en restant lucide dans ce que nous faisons. Je suis donc heureux de vous retrouver. Laissez-moi vous dire grand merci pour l'intérêt que vous n'arrêtez d'accorder à ce que nous faisons. Vous êtes aujourd'hui à peu près 75 000 à s'être abonnés à notre chaîne. Bravo à vous. Appelez vos membres des familles, vos proches, s'ils veulent avoir l'information sans couleur, à s'abonner massivement. Ils seront utilement informés dans le cadre de ce qui se passe dans ce pays. Merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko, Betokos, boutique La Londoloise, Molati Sikitoko, Yemoko Kitoko, Judith Londolé Betoko qui nous habille encore ce matin. Nous sommes vendredi, chemise un peu, relax un peu, sérieuse, voilà, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez, appelez donc Judith Londolé dans le cadre de la boutique La Londoloise, commandez, ça nous fera énormément plaisir. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais aujourd'hui, comme je vous ai promis depuis 2 jours, l'actualité était tellement bouleversante, grimpée, tout ça, j'avais dit que, comme vous me l'avez d'ailleurs demandé, que je donnerais mon point de vue sur cette affaire de changement de la Constitution, ce que j'en pense concrètement, parce qu'ici c'est ma pensée, donc aujourd'hui j'ai le temps. Je voudrais donc largement revenir sur la révision constitutionnelle, plutôt on parle du changement carrément de la Constitution, tel qu'est défendu aujourd'hui par des gens comme Steve Mbikay ou le professeur Mbata. On va essayer de parler de ça. Je donnerai mon point de vue et puis bon, après on va ouvrir le téléphone pour que nous puissions poursuivre les débats dans le couloir, comme on en a l'habitude, parce que j'ai dit toujours que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie, finit toujours par jaillir. Mais bien avant, vous connaissez le principe de cette émission. Le principe est clair, nous ne commençons jamais cette émission sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République. J'avais pris un engagement solennel devant vous tous. J'avais dit, il est temps qu'à un moment donné, nous arrêtions de nous plaindre, de jeter des diatribes contre ce pays. Il y en a qui disent, il y en a qui disent, et par-dessus tout, il y en a qui disent que c'est Koufa déjà. Moi, j'ai dit, je refuse que vous vous lanciez, ou plutôt vous intégriez. C'est fatalisme. Le Congo n'est pas mort. Je refuse que le Congo n'est pas mort. Je le reconnais, c'est pas la première fois que je l'ai dit. Je reconnais que le pays a des sérieux problèmes. Le pays est malade, et même très sérieusement malade. Le pays est dans un état de coma, ça c'est évident. Mais le pays n'est pas mort, le pays a un problème. Le problème de ce pays, c'est un problème de leadership.
Nous avons un problème de leadership, un problème de vision. Le jour où le Congo aura la chance d'avoir un leadership éclairé, nous n'aurons plus ce genre de problème. Où nous aurons des autorités qui mettent en avant-plan l'intérêt supérieur et suprême de nous tous. Liboso a intérêt na bango. Quand l'intérêt collectif prendra le pas sur l'intérêt individuel et personnel, le Congo n'aura plus de problème. Notre problème à nous, c'est de prier que nous ayons des leaders, des autorités compétents, capables de distinguer le bien commun du bien personnel. Quand on aura des gens comme ça, le Congo va changer. Mais non. Congo ekufa te papa. Congo yali yana ba problème ya ndenge na ndenge, il faut ndeto bunda pour te telemisa yango. Après, j'ai dit que je fais ce rappel dans tous mes écrits pour deux raisons. La première, c'est que je veux un peu jouer les lanceurs d'alerte. Parce que je vous ai dit à un moment donné, arrêtons de nous plaindre, arrêtons de jeter des diatribes et des anathèmes sur notre pays. Posons-nous un peu la question, comme le disait un président américain, au lieu de se demander qu'est-ce que le pays fait pour moi, il est aussi un temps que nous puissions nous poser la question de ce que nous faisons pour notre pays. Parce qu'en réalité, je l'ai dit et je le répète, l'État est une fiction en réalité. Quand on va vous dire de montrer l'État, l'État en soi n'existe pas. L'État respire, parle au travers de ses institutions, au travers de ses organes. Mais l'État comme individu n'existe pas. L'État est une fiction en réalité. Et l'État ne peut être que ce que nous, les citoyens d'un pays, on aura fait de cet État. Si aujourd'hui nous avons des principes, l'État aura l'argent. Si nous respectons nos principes et que nous avons une justice indépendante, les gens auront peur. Et l'État aura les moyens de sa politique. Demain, l'État pourra construire des écoles, des routes. L'État. Parce que yo qui conscience, il y a un poste aux 8 au canis, le roi yo comme mokonzi, au comme ministre, au comme député, au comme soki nani, au kendeli kunande pour nalikambo libumu, au bosani ke mboki yana bato belé. Alors moi je fais ça un peu pour lancer les alertes. Si une personne, si deux, si trois personnes peuvent écouter ma voix, je serai l'homme le plus heureux. Je dirais, Perrault, tu as apporté ta pierre de contribution. Je voudrais que l'humanité tout entière retienne que ça brûle, ça chauffe dans mon pays. Aujourd'hui, je vois comment le monde entier se mobilise pour le dossier de l'Ukraine. Là-bas, on ne parle pas des morts comme chez moi. Au Congo, ça fait 2 décennies et le bilan fait état de plus de 10 millions de morts. Je pense que ça a assez duré. Il est temps que l'humanité s'arrête un peu. D'abord, nous-mêmes Congolais, et que nous, excusez-moi, puissions réussir à mettre l'humanité dans notre combat. Alors moi, je fais un peu ce travail des lanceurs d'alerte pour dire au monde qu'il y a un problème dans mon pays, que les gens sont en train de mourir, que les gens sont en train de souffrir, et que le Congo a besoin de la solidarité de nous tous. Deuxièmement, je l'ai fait comme on dit chez nous. Nous avons des compatriotes qui vivent des moments très compliqués, très difficiles. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir qu'il y a des milliers de kilomètres d'eux. Ils ont aussi des gens comme moi, Claude Perrault-Loira, qui pensent à eux, qui leur dit restez debout, ne perdez pas espoir, ça va aller, ce pays nous l'aimons. Et je veux ici lancer ces messages d'encouragement, ces ondes positives à nos compatriotes de l'Est de la République. Restez debout. Ne vous laissez pas emporter par le désespoir. Non, ce pays changera. Ce pays vivra des bons moments. Si nous prenons conscience de ce que nous sommes et de ce que nous devons faire. Et pour clôturer, j'ai toujours mes 2 postulats que je pose sur la table. Quand je parle de l'Est de la République, vous voulez vraiment que la paix revienne dans ce pays, vous avez 2 choses à faire à mon point de vue. La première des choses, c'est que nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine, une armée professionnelle, une armée dissuasive. Nous sommes un grand pays, 2 345 410 km² de superficie. Nous avons tous les métaux précieux du monde. Ce que les gens recherchent, nous en avons ici. Les manganèses, l'aluminium, l'uranium, le cuivre, le cobalt, les diamants, l'or.
toutes ces richesses-là, nous les avons ici. Donc, on ne peut pas empêcher la convoitise du monde. Cette histoire de la politique du bouc émissaire, l'enfer c'est l'autre, a déjà démontré ses limites. Nous, on n'a rien à faire, c'est le Rwanda, les Rwandais nous en veulent. Non. Entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Si l'intérêt du Rwanda est de voir le Congo être instable, ne demandez pas au Rwanda d'être un enfant de cœur. Ce n'est pas une affaire d'enfant de cœur, c'est une affaire d'intérêt. C'est au Congo aussi de prendre conscience que cette situation de stabilité ne me profite pas et de mettre en place des mécanismes pour changer la tendance. Tout ça là qui a Kamere c'est un traître, Kamere c'est un traître, Bolongola ye Bolongole balongoli Kamere, Kabila me bloque, Kabila me bloque, Kabila alongwe. Le komi Katumbi. Mais finalement vous-même vos responsabilités vous les tirez quand? Cette politique de l'enfer c'est l'autre, ça ne paye plus. Il faut à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on se dise voilà ce que nous devons faire. Donc nous devons nous organiser pour avoir une bonne armée. Cette armée va nous protéger, va protéger nos frontières. Et deuxième chose, nous devons être capables de tirer les conséquences. Pour moi, tirer les conséquences, c'est identifier les tireurs de ficelle de cette situation. Il faut les identifier, il faut les traquer, il faut les punir. Et Mbosso lui-même, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, il a dit collègues, groupe armé. Donc, Mosso sait qu'il y a des gens qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont dans les groupes armés. Ceux-là doivent être identifiés, traqués et punis. Pour que ça fasse un effet psychologique, que les gens disent, on ne peut pas tuer un Congolais impunément. Voilà les deux éléments, à mon point de vue, si on les met ensemble, ça peut nous aider d'une certaine manière à avoir une paix et à entrevoir le bout du tunnel dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci, Bandeko. J'en viens à mon sujet du jour. Tel que vous me l'avez demandé depuis 2 ou 3 jours, la question du changement de la Constitution. De quoi s'agit-il, les amis? Nos amis de l'Union sacrée au pouvoir, non seulement qu'ils nous impressionnent par les limites de leur gestion, de leur gouvernance, mais ils sont aussi en train de nous surprendre par des projets, des propositions dans la gouvernance et dans la gestion qui sortent de leur chapeau. Balali Balamouki, ils nous ont dit non, les voyages ont payé. Le chef de l'État a voyagé 120 fois. Il a ramené les réserves d'échange qui sont à près de 4 milliards de dollars. Balali Balamouki Balobi Nabiso, non. Pour une fois, nous avons un correctif budgétaire qui fait que le budget est exactement à 10 milliards. Bandeko. Les gens nous prennent vraiment comme des gens qui ne réfléchissent pas. Comment est-ce que vous pouvez avoir un budget en augmentation alors que vous avez des problèmes de paiement? Parce qu'un budget en réalité c'est quoi? C'est tout simplement des prévisions financières qui régentent la vie financière dans un État. J'ai dit que j'aurai un budget de 5 milliards. Dans les 5 milliards, j'ai dit je vais payer les fonctionnaires 500 millions. Je vais payer les militaires 300 millions. Tout ça. Quand on fait la sommation de tout ça, on dit qu'on a un budget. Vous venez dire à ces peuples que vous avez un budget en augmentation. Mais ce budget qui est en augmentation est incapable aujourd'hui de payer les professeurs d'université qui sont en grève, de payer les militaires à temps. Attendez, il y a des grandes sociales alors qu'on vient nous berner en nous disant que le budget est en augmentation. Comment on peut avoir un budget en augmentation alors que les lignes budgétaires, notamment les plus importantes, ne sont pas respectées? Attendez, c'est une question de raison. On n'a pas besoin d'être économiste, on n'a pas besoin d'être financier ou de mettre des lunettes pour comprendre qu'ici, il s'agit d'un mensonge. Parce qu'en réalité, si le budget est en augmentation, non seulement que le budget va couvrir les prévisions, mais le budget va aussi améliorer les prévisions. En réalité, ce que nous donnons 100 francs congolais, puisque le budget est en augmentation, il ne doit pas se plaindre d'arriérer de ces 100 francs congolais, il doit plutôt voir que le rôle a tosali plus, to baxé lui 10 francs. Au lieu de foutre 100 francs, on va foutre 110 francs. Ici, on nous vend un budget en augmentation, une explosion des réserves d'échange, alors que le budget qui est en augmentation n'arrive pas à couvrir les lignes. Ça ne se fait qu'au Congo. Il y en a qui ici, au Bolali Bolamu qui bomoni, grand-père, na edoxy, ya ono, ba yo lo bamaramba ki ni bopeto. Ki ni bopeto là. Fou moi banga moyo. Nous a dit, c'est une histoire chimérique à un niveau où vous ne pouvez pas vous imaginer. Venabi sonani, fou moi banga moyo, comme les anani, attends, le nom va revenir.
il vous a dit, il était vice-gouverneur, il a dit, ESA planifié, ESA n'a projet à finance, il n'y a rien, Nérombongo, je veux dire, il n'y a rien, absolument rien. Mais on a pris le président de la République, on l'a embarqué là-bas. On a pris le président de la République, on l'a embarqué dans cette histoire où on est allé casser Zando. Ça, c'est des choses que Ngobila est incapable de résoudre aujourd'hui. Maintenant, elle allait à la Mouki, à Yelebiso Grand-Pé, dans Edoxi Yao. Un peu pour nous dire que non, ne réfléchissez pas à regarder Edoxi Yao, autant la guerre dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que leur président Sofa nous apporte? Oh, voilà, je ne veux pas me perdre. Je disais des choses. J'en viens à mon sujet du jour, je reviens à ce que je disais. L'Union sacrée vient de sortir au travers de certains de ses classiques cette affaire de la tête où on nous dit on ne va pas seulement changer réviser la Constitution, mais on part carrément au changement de la Constitution. Je vous mets leurs arguments et je tente de rencontrer ces arguments-là. Premier élément, j'ai discuté avec nos amis de l'Union sacrée, ils me disent non, Perrault, c'est malhonnête. Dans ce pays, quand il y a des problèmes, tout le monde crie président de la République. Président Talela Bissoli Kamboyo. Président Talela Bissoli Kamboyo. Nous voulons arrêter cette malhonnêteté-là en renforçant le pouvoir du président de la République. C'est-à-dire, on passe d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel où le président de la République a des réels pouvoirs et il est même responsable devant le Parlement. Après, il n'y aura plus d'inadéquation entre un président irresponsable à qui on demande tout et un président qui est responsable, qui est véritablement responsable et qui doit répondre des appels de son peuple. Donc pour eux, ça serait une bonne rupture avec le mensonge et la malhonnêteté. Deuxième élément, ils veulent passer d'un mandat de 5 ans à 7 ans. Et Steve Mbikaï, dans son français que vous connaissez là, il dit, bon, son français, il parle bien, hein, son français un peu accentué, j'allais dire. Steve Mbikaï dit, on va passer de 5 à 7 ans. Pourquoi? Parce que pour lui, l'élection nous coûte cher. 1,2 milliard de dollars américains. Quand on divise sur 5 ans, ça vous fait à peu près 200 millions de dollars qu'on doit mettre de côté chaque année. Si on va de 7 ans, ça sera plus de 200 millions, ça sera à peu près 130 millions. Et les 70 millions restants, ça peut aider à financer d'autres projets. Donc, il faut que tout le monde a 5 ans, tout comme on a 7 ans. C'est ça leur idée, ils ont d'autres idées, tout ça, tout ça. En gros, voilà. Et comme ça, vous avez Steve Mbikaï et Mbata en tête qui parlent. Les amis, la première question que je me pose, je commence moi à remettre en question certaines choses. Est-ce que le professeur Mbata, Azala vraiment professeur à l'université, il y a solo? Je dirais oui. Parce que Mbata enseigne à l'UNIKIN, Mbata on dit qu'il enseigne au niveau de l'Afrique du Sud. Mais il y a une bonne illustration chrétienne qui le représente. Christ a dit, attention, tous ceux qui m'appellent Jésus, Jésus, Jésus n'entreront pas au ciel. Parce que quand je vois la contradiction qui caractérise la vie du professeur Mbata, je commence à me poser la question, je dis, mais ça ne cadre pas avec la hauteur scientifique de cet homme tel qu'il se le présente. Je suis quand même curieux de voir le professeur Mbata dans sa carrière, des professeurs, il a combien d'ouvrages? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, Bochaba a écrit Entre les faucons et les colombes où vont les partis politiques. Bochaba a écrit Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation. Bochaba a écrit beaucoup d'ouvrages. Même les Chadari qui sont devenus professeurs hier ici, il a publié un ouvrage. Il y en a comme ça. Le professeur Mabi Moulumba a écrit, il y en a beaucoup. Le professeur Luzolo Bambi, le professeur Essambo, j'en connais beaucoup qui écrivent. Mais je n'ai pas encore vu le professeur Mbata intervenir dans l'actualité pour ses réflexions scientifiques couchées dans un document. Parce qu'en réalité, le travail des professeurs, c'est celui-là. D'abord, pondre ses réflexions scientifiques, alimenter, irriguer la vie scientifique avec des ouvrages. Bon, je suis peut-être en retard, mais je mérite quand même qu'une fois dans la vie de ce pays, qu'on cite le professeur Mbata non pas pour ses positions politiques, mais pour ses écrits. Une chose est de se taper la poitrine qu'on est professeur. Une autre est de démontrer dans les faits qu'on est professeur d'université. Ceux qui ont déjà lu le professeur Mbata, si je me trompe, faites-moi signe.
Mais en tout cas, je n'ai pas encore vu le professeur Mbata se mettre à la une de l'actualité pour ses ouvrages. Il s'est attaqué à Bochab quand Bochab a écrit son livre. J'ai l'ouvrage que je suis en train de lire, plus de 400 pages. Mbata l'a surnommé turiféraire, si c'est de l'inanition, un truc comme ça. Mais Bochab lui avait répondu sagement. Il a dit, si effectivement Mbata c'est un collègue, j'ai écrit un ouvrage, que Mbata écrive un autre ouvrage qui me contredit. Vous n'allez pas contredire votre collègue qui a écrit plus de 400 pages. Parce qu'au-delà de tous les livres de Bochab, c'est vrai qu'on l'a politisé. Mais quand vous lisez cet ouvrage-là, il est essentiellement scientifique. C'est la science qui parle dans les livres du professeur Bochab. Mbata a mené l'affaire sur un terrain politique. Bochab lui a dit non, qu'il me contredise sur le terrain, sur la scène dans laquelle je me trouve, surtout qu'il est professeur. Mbata n'a même pas écrit 2 pages pour contredire Bochab. Il n'a même pas écrit un livre de 2 pages ou de 5 pages pour contredire ce que Bochab a dit dans son livre. Lui, il a amené l'affaire sur des débats politiques. Non, professeur Mbata, tous les respects qu'on vous doit, nous pensons que nous, vos étudiants, nous avons soif d'entendre votre nom aussi dans des débats scientifiques. Dans des débats, monter sur la scène scientifique. Qu'on nous appelle aussi pour nous dire, venez au vernissage du livre de Mbata. Qu'on vous cite dans tel livre publié par Mbata. Il est quand même temps qu'on arrive à ça. Je ferme vite la parenthèse. Lorsqu'on nous dit que c'est malhonnête de dire au président de la République, alors que tout, on lui demande tout, il faut renforcer les pouvoirs du président de la République. C'est tout simplement malhonnête de la part des ténors de cette thèse de l'Union sacrée. Parce qu'en réalité, depuis que Tshisekedi est là, sans le dire, Tshisekedi a introduit le régime présidentiel. Dans quel régime semi-présidentiel avez-vous vu un président de la République avoir des programmes? Le président de la République transformait même son cabinet à un ordonnateur général ou délégué de la Banque centrale. Mais attendez, vous avez vu que le procès 100 jours nous a mis à jour que dans son cabinet à la présidence de la République, la présidence de la République ou les directeurs de cabinet du président Tshisekedi ordonnaient au gouverneur de la Banque centrale de payer. Mais vous voulez encore avoir quel pouvoir? Parce que dans un régime semi-présidentiel, la conduite des politiques publiques est une exclusivité réservée au gouvernement. Le président de la République a des domaines de collaboration avec le gouvernement. Mais vous avez un président de la République ici, dont les chantres et les communicateurs passent à longueur de journée pour vous dire c'est un programme présidentiel, c'est un programme présidentiel. Projet 100 jours, lancé par le président de la République lui-même. Où a-t-il trouvé, dans quel texte de ce pays, où le président de la République peut avoir un programme sur les politiques publiques de l'État? Ça n'existe pas. Mais c'est déjà ça le régime présidentiel. Tchilégelou, programme présidentiel. Où est-ce que la présidence a trouvé? Dans quel manuel? Parcourez tous les droits positifs congolais, vous verrez nulle part où il revient au président de la République d'imaginer et de mettre en branle la politique publique de l'État. Mais ici, vous avez un président de la République qui s'étargue et qui vous dit que c'est un programme du président de la République. Le projet PAU, le projet de réduction, tous les projets présidentiels. Nous sommes en plein régime présidentiel avec nos amis. Qui ne sait pas que dans ce pays, la présidence de la République est un gouvernement bis? Vous avez des projets qui sont mis en branle avec les conseillers du président de la République, alors que la primature n'est pas informée. On a vu l'exemple quand ils sont allés signer les accords ougandais, le gouvernement était déphasé. Dans les faits, le régime ne pose pas de problème. Le problème, c'est l'animation. Le régime présidentiel, c'est la littérature. C'est comme en football. Tous les entraîneurs professionnels vous diront, le système de jeu ne joue pas. Vous pouvez prendre Barcelone, il joue 4-4-2. Bon, je même 4-4-2, on a bolé nango pesa ngolu popote mazembe, ako gagner alors que Barcelone va gagner. Le problème, ce n'est pas le système de jeu. Le problème, c'est l'animation du système de jeu. Qui anime, qui est sur le terrain? On peut passer aujourd'hui d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Si les animateurs ne font pas un formatage dans leur tête pour mettre en avant-plan les intérêts du pays, ça ne changera absolument rien. Ça, c'est le premier élément par rapport à la malhonnêteté. Les vrais malhonnêtes, en réalité, sont ceux qui défendent le régime présidentiel aujourd'hui en arguant le fait qu'il faut donner le pouvoir au président. Et puis, autre chose.
Dans ce pays, Évariste Bochab a évoqué la question de primo-ministérie. Il vous a dit que logiquement, nous sommes dans une situation de gouvernance où le Premier ministre a des réels pouvoirs. Il a parlé d'un régime il a parlé d'un régime primo-ministériel. Mais qui l'ont attaqué? C'est ceux qui disent aujourd'hui que le président n'a plus de pouvoir. C'est l'UDPS qui a organisé le débat en nous disant non, Bochab c'est un turiféraire, c'est un flatteur, le Premier ministre n'a pas de pouvoir, c'est le président de la République. À cette époque-là, il ne se rendait pas compte que le président de la République n'avait pas de pouvoir, pour qu'aujourd'hui, qu'il se targue de ces faits-là et qu'il revienne pour nous dire non, passons d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Non, c'est tout simplement un grand mensonge. C'est le fait qu'on a des problèmes dans la gestion et dans la gouvernance, on commence à toucher à n'importe quoi, nos amis de l'UDPS. La gestion de la République est une chose sérieuse et sacrée. La gestion de la République, non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ce premier argument-là, je trouve que c'est une vraie fausseté. On ne peut pas se targuer de ça pour justifier en disant non, et il faut comme ça, président de la République responsable. Merci, c'est le Kwan. Deuxièmement, je pense cette affaire on nous dit il faut passer de 5 à 7 ans parce que nous avons besoin d'argent. Les amis, à un moment donné, nous devons savoir ce que nous voulons. Kabila, dans une conférence de presse ici, président de la République, il nous a posé une question simple. Il a dit, nous devons trouver une adéquation entre le développement et la vie de la démocratie. Il réfléchissait à haute voix en disant que la démocratie nous coûte énormément cher. Parce qu'il faut à chaque 5 ans préparer $1 milliard américains. Il disait qu'il ne va pas organiser l'élection. Il a dit que nous devons nous poser des questions. Les premiers à tirer sur lui, c'est nos amis de l'UDPS. Les premiers à contester à l'époque, quand Kabila nous posait des questions, ils mettaient sur la table. Les amis, ils sont rattrapés aujourd'hui par l'histoire. Autre chose, quand ils se plaignent aujourd'hui et qu'ils nous disent non, il faut qu'on passe des semi-présidentielles au présidentiel parce que c'est le président qui répond de tout. Mais qui ont mis sur la table ces paradigmes-là? C'est eux. Kabila Zamoïbi, Kabila Tekamboka, Kabila Rwandais. Mais quand Kabila voulait vous dire que ce n'est pas moi, c'est le Premier ministre, vous avez dit quoi? Non, c'est lui, c'est Kabila. Et comme Bino, vous vous rendez compte que le président n'a plus de pouvoir. Et Kabila, à ce moment-là, il a répondu en disant non, je suis chef, j'assume. Il ne s'est pas détourné de ses engagements, non. Kabila n'a jamais dit non, ce n'est pas moi, c'est le Premier ministre. Non, il a dit j'assume. Ici aussi, il faut que l'UDPS au pouvoir assume. Ils doivent assumer, les amis. C'est une question de logique, une question de raison. Ce n'est pas de la politique ici, c'est pas de la... Non, c'est une question de raison. Ils disent que token est de 5 à 7 ans. Pourquoi? Parce que ils veulent garder Mbongo. C'est contradictoire. Les élections nous coûtent 1 milliard. Vous nous dites que nous avons presque 4 milliards de dollars américains de réserves de charges dans le pays. Vous nous dites que nous avons un budget en augmentation et le budget que vous avez proposé était de 10 milliards. On a même fait des prévisions en disant non, avec le travail qui s'est fait, on peut même aller au-delà de 10 milliards. Non, mais si on peut avoir un budget de plus de 10 milliards, nous avons des réserves de charges de plus de 4 milliards de dollars américains. Qu'est-ce que ça coûterait à la République de sortir 1 milliard 200 millions pour organiser les élections? Parce que Kabila, qui avait un budget de 4 milliards, 5 milliards de dollars américains, en 2018, il nous a organisé des élections sur fonds propres. Alors il y a un problème. On est en train de nous mentir, on ne nous dit pas la vérité. Il faut qu'on nous dise la vérité. Il ne faut pas qu'on nous prenne nous tous comme des gens, des suivistes et qui ne réfléchissent pas. Vous dites que vous pouvez avoir un budget de 10 milliards et même plus. Vous dites que les réserves d'échange, le plafond aujourd'hui, c'est à près de 4 milliards de dollars américains. Mais de tous ces budgets-là, vous ne pouvez pas ressortir 1 milliard de dollars américains pour faire vivre la démocratie? Non. L'argument financier est aussi un argument fallacieux. En réalité, les amis comprennent que le bilan est tellement catastrophique qu'ils n'ont rien à dire à ces peuples en 2023. La conséquence, c'est quoi? C'est qu'il faut commencer à trouver des occasions. Ils veulent changer le système de jeu en plein match, ça n'existe pas. Il vous reste une année en 2023 à mener ce peuple vers les élections, que ce peuple décide du sort de ses dirigeants.
Et dites à ces peuples que nous, on a pris le pouvoir, nous, UDPS, voici ce qu'on vous a donné, voici ce qu'on a fait. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des manœuvres pour tenter de cacher les ratés, les échecs qui sont patents, les amis. Et en plus, Excellence, Monsieur le Président de la République, Steve Mbikai ne peut pas amener sur la place publique ces débats-là, Steve Mbikai. Ah bah, vous voyez, 5 à 7 ans, on va passer de 5 à 7 ans pour des problèmes de finances. Papa, attends, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, bon, ça campagne français, non. Monsieur le Président de la République, faites attention à ces hommes-là qui vous ont rejoint. Jusqu'à la fin, ils étaient avec Kabila. Ils ont amené Kabila jusqu'au bout. Et à la première occasion, ils sont sautés. Ils ont sauté. Ils sont aujourd'hui avec vous. Kabila leur avait tout donné. Steve Mbikai était ministre de Kabila. Le même français qu'il parle aujourd'hui, il le disait aussi à l'époque de Kabila. Ah ben ouais, le président de la République va rester en fonction jusqu'en article 70. Même français, même tonalité, même terminaison. Écoutez ce que n'est pas Félix Tshisekedi. Et vous pensez que Steve Mbikai va aimer Félix Tshisekedi? Il va lui montrer l'amour plus que qui? Parce que ce qu'il dit là, il le disait avec Kabila. Ça fait qu'il y a seulement 4 ans, 5 ans. Ne soyons pas amnésiques. UDPS, ouvrez l'œil et le bon. Faites attention. Ouvrez l'œil et le bon. Ceux qui n'ont pas été loyaux avec Kabila ne les seront pas avec vous. Parce que même là où vous êtes là, vous ne leur avez pas donné ce que Kabila leur a donné. Vous avez un Mende qui pendant 12 ans était ministre de Kabila. 12 ans durant, les amis. 12 ans. Cet homme bénéficiait des ordonnances de Kabila dans tous les gouvernements. À la première occasion, la première difficulté à sauter à l'Andibino dans l'Union sacrée. Et vous pensez que vous, il sera avec vous quand... Non, faisons attention les amis. Non. Ne soyez pas amnésiques. Ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ils disaient ça avec Kabila. Ils ont fait croire à Kabila qu'ils étaient avec lui. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils l'ont fait avec Kabila. La même rhétorique. Ils ont fait ça avec Kabila. La même rhétorique qu'ils l'ont fait avec Kabila. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on peut vraiment prendre le destin de ce pays à quelques années ou à quelques mois des élections, mettre le destin de tout un pays en danger parce qu'il faut suivre Steve Mbikai. On est en démocratie, M. Steve Mbikai a le droit de proposer. Je ne lui refuse pas le droit de réfléchir. Il réfléchit, tant mieux. Mais Steve Mbikai aussi n'a pas le droit de me refuser le fait de dire non à sa réflexion. C'est aussi ça la beauté de la démocratie. Autant lui il a la liberté de dire ce qu'il pense, autant moi j'ai la liberté de dire non, ce qu'il dit là ce n'est pas normal. Donc qu'il réfléchisse, qu'il ne m'empêche pas non plus de contredire ses réflexions. Autant il peut dire oui, autant moi aussi je peux dire non. C'est ça la beauté de la démocratie. Je n'ai aucun problème contre lui. Ici nous parlons République. Faisons attention. Même Kabila qu'on a critiqué ici, Rwandais, Hippolyte Kanambe et tout ça, Kabila n'a pas modifié la constitution, Kabila n'a pas changé les règles de... Kabila n'a pas glissé au premier mandat. Kabila n'a pas glissé au premier mandat. Si aujourd'hui on organise le glissement, le plus grand perdant sera le président Tshisekedi. Et je l'ai dit, je le répète. Parce que déjà vous avez une gouvernance qui pose problème dans le pays avec nos amis de l'UDPS. Une gouvernance à tâtons. Vous avez des problèmes de légitimité avec le président Tshisekedi. Vous savez dans quelles conditions il a été élu. Martin Fayoulou m'a dit qu'il réclame jusqu'aujourd'hui les élections. Il dit qu'il a gagné avec 62%. L'église catholique a dit que la vérité des urnes n'était pas sortie des urnes. Les protestants ont dit pareil. Donc le président Tshisekedi, il y avait déjà des problèmes de légitimité, même le jour où il prêtait serment. Il y a une bonne frange des Congolais qui pensaient, dont Martin Fayoulou, que le président n'était pas élu. Donc vous allez dépasser le glissement avec lui, il lui reste une seule béquille du pouvoir. Il n'est pas légitime aux yeux de certains Congolais. Il lui reste au moins la légalité parce qu'il a été proclamé président de la République et la Cour constitutionnelle a confirmé ça. Mais si on dépasse 2023, légalement le président de la République n'est plus président. Il perd en ce moment-là l'autre pilier de son pouvoir qui est la légalité. Donc nous aurons un président fragile qui n'a ni légitimité ni légalité. C'est un chemin très dangereux.
Et le président Tshisekedi ne gagnera pas sur ce chemin-là, soyez-en sûrs. En plus, quand on organise des élections après glissement, le glissement est payant. Le glissement est payant, c'est pas gratuit. Pour que Kabila obtienne son glissement, Tchibala est devenu Premier ministre. Vous êtes seul dans la barque et vous avez des problèmes comme vous l'avez là. La gouvernance de l'UDPS pose problème. Alors vous voulez avoir les glissements en ouvrant les portes. Tous les profiteurs, les jouisseurs politiques qui aiment des occasions comme ça, ils vont venir. Les bateaux et les gâteaux vont se réduire et il y aura plus suffisamment... Attendez, ça va être très compliqué à gérer. Et pour l'image et pour les faits, le président Tshisekedi a tout à gagner en organisant les élections en 2023. Dire ça, ce n'est pas un contre vous. Des fois, il faut écouter des voix discordantes comme les nôtres et les suivre. Parce que ce que nous disons, nous le disons pour notre pays, c'est pour notre intérêt. Organiser les élections en 2023, vous rendrez hommage à le faisant, vous, de l'UDPS au pouvoir, à Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, un homme qui s'est battu toute sa vie pour la démocratie. Mais en suivant les transfuges, ceux qui ont abandonné Kabila, qui nous amènent aujourd'hui l'idée de la constitution, du changement de la constitution, je me pose des questions. Je voulais finir, je suis à combien de minutes? Il faut qu'on me dise 40 déjà? 37, oh là là, il me reste 3 minutes, alors que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Ceux qui nous demandent aujourd'hui de changer cette constitution méconnaissent d'une certaine manière l'histoire politique la plus récente de ce pays. Passer d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel est une méconnaissance totale de notre propre histoire politique, je veux dire. Parce que la constitution que vous avez ici, certains disent que c'est une constitution de belligérants. C'est faux, c'est un grand mensonge. La constitution des belligérants a été mise en place entre 2001 et 2004. Parce qu'à ce moment-là, c'était une constitution. Les belligérants s'étaient confectionnés une norme constitutionnelle pour gérer la transition. Mais la constitution que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas une constitution de belligérance. C'est une constitution qui a été élaborée par le Parlement de transition. Je crois que c'était Olivier Kamitatou qui était président. Et cette constitution a eu la bénédiction du peuple par le référendum. Vous ne pouvez donc pas aujourd'hui prendre ça comme argument en disant c'est une constitution de belligérance. C'est faux. C'est notre constitution parce que nous l'avons votée. À l'époque, l'UDPS avait même refusé de participer au référendum. La constitution des belligérants était la constitution issue des dialogues intercongolais à Sun City entre 2001 et 2004. Cette constitution-là a géré la constitution 1+4. Les normes constitutionnelles étaient contenues à l'intérieur. Mais la constitution que nous avons ici, promulguée le 18 février 2005, je crois, 2005 ou 2005, ce n'est pas une constitution des belligérants, non. C'est une constitution des Congolais, élaborée par une assemblée constituante et soumise à la sanction du peuple qui a approuvé la constitution par référendum. C'est un autre mensonge que de nous dire que c'est une constitution des belligérants. J'ai dit non, c'est faux. Mais j'ai parlé de la méconnaissance de l'histoire politique. Parce que la constitution ici a tenté de créer de l'équilibre en regardant dans l'histoire politique du pays. Nous avons eu au sortir de l'indépendance un régime parlementaire où vous avez un premier ministre qui avait des pouvoirs assez exorbitants. Et ça nous a posé problème avec Kasavubu qui sanctionne Lumumba. Lumumba qui dit non. En 65, quand Mobutu prend le pouvoir, il commence à modifier la constitution au point où nous avons eu un régime présidentiel fort et dur. Nous avons expérimenté à ce moment-là, nous avons expérimenté la dictature. Mais lorsqu'on revient de Sun City, les forces vives de la République et nos intelligences se disent non, n'allons pas vers un régime parlementaire pur et dur. Ça peut nous poser des problèmes comme ça poser des problèmes à Lumumba et à Kasavubu. N'allons plus non plus vers un régime présidentiel dur. Ça peut nous poser des problèmes de dictature comme ça l'a été à l'époque de Mobutu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre ce qu'il y a de bien là-bas et ce qu'il y a de bien ici. On crée de l'équilibre. Et c'est comme ça qu'on nous a proposé un régime semi-présidentiel qui en réalité n'est pas un régime parlementaire purement parlé, et qui n'est pas non plus un régime présidentiel dur. C'est un pied dedans, un pied dehors. C'est pour jouer de l'équilibre. Et ça, c'était une idée ingénieuse, c'était une ingéniosité qui nous a permis d'une certaine manière, en termes de régime politique, d'avoir un certain équilibre, d'avoir deux béquilles.
Mais vous venez 3 ans après votre arrivée, vous voulez désarticuler cet équilibre-là en arguant le fait que non, il faut être honnête. Non, les amis, c'est méconnaître l'histoire politique et même l'histoire la plus récente de ce pays que de dire que nous devons passer d'un régime semi-présidentiel à un régime présidentiel. Faisons attention. Et puis en réalité, on change une constitution quand il y a nécessité, quand il y a un besoin. Quelle est la nécessité, le besoin que nous avons aujourd'hui de changer la constitution? En quoi la constitution de la République empêche ceux qui sont au pouvoir de pouvoir organiser le pays? En quoi? Quand Alengue est en train de crier, de faire du bon boulot, en parlant de corruption à gauche et à droite, c'est la constitution qui a demandé aux gens d'aller voler l'argent là-bas. C'est la constitution qui a demandé aux gens d'aller voler l'argent. Vous avez des conseillers autopuissants aujourd'hui qui oublient qu'un conseiller est un travailleur de l'ombre, qui veulent se mettre sur la place publique et insultant même les gens. C'est la constitution qui leur a demandé de faire ça. C'est la constitution qui leur a demandé de faire ça. Le problème, ce n'est pas la constitution. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est votre gestion, vous, de l'UDPS. Aimons de peu ce pays. Ce pays a des problèmes. Il a connu des situations très compliquées. Ne réfléchissons pas. Ne mettons pas en place des plans qui vont nous amener vers une sorte d'implosion. Réfléchissez. Chacun de nous a le droit de réfléchir parce que nous sommes dans un régime de démocratie. Autant vous réfléchissez à haute voix, autant permettez aussi qu'il y ait des voix discordantes qui réfléchissent à haute voix contrairement à ce que vous pensez. C'est une aventure très très dangereuse qui mettra l'équilibre du pays en danger si aujourd'hui l'Union sacrée décidait de mettre en branle et d'aller jusqu'au bout par rapport à son idée de réviser la Constitution. On a quand même un bébé, mais on se retrouve demain, je vais continuer si j'ai la possibilité. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.